Parce que quand tu es encore tout jeune là, tu ne peux pas accéder à un certain niveau. Tu as les gros projets, les grosses visions et autres. Vrai. Pour aller réaliser les gros projets, il faut avoir un certain carnet d'adresse. Et tu ne peux pas avoir ce carnet d'adresse. Commence à viser les mass market. Moi, je dis souvent aux enfants, vous allez à l'école parce qu'il y a des problèmes dans la société. Exactement. Et pour apporter les solutions aux problèmes de la société, il faut avoir des connaissances. Tu es ingénieur, tu n'as que le papier, tu as fait tes preuves où? Qui te connaît? Qui sait ce que tu vaux? Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vaux. Tu as seulement un bout de papier où on est écrit ingénieur. Parfois même, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, si tu ne partages pas, tu as tes connaissances, tu gardes pour toi tout seul. Quand tu connais quelque chose, fais-le savoir. S'il vous dit même que Dieu vous bénisse, il est en train de parler à l'univers et vous ne savez pas comment ça va vous revenir. Je pose souvent la question, vous êtes dans un pays où les gens ont faim. Vous voulez aller sur la ligne, vous partez leur promettre de les amener sur la lune, qui vont faire quoi là-bas? Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Un pied sur les bancs, un pied dans le business. Est-ce que c'est possible même déjà de le faire au Cameroun? Moi, je l'ai fait. Mais toi, beaucoup d'étudiants disent qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas d'argent. Comment tu as géré ça? Bien, qu'est-ce que tu leur dirais? Beaucoup d'étudiants n'ont pas le temps, ils n'ont pas d'argent. En fait, ce n'est pas ça le problème. Ils n'ont pas de vision. Moi, je discute très souvent avec les jeunes étudiants là. Pourquoi tu es allé faire topographie? Pourquoi tu as choisi d'aller faire ça? Non, on m'a seulement dit. Je voyais un type bizarre un jour derrière un appareil. J'ai aussi voulu. Il y a un qui m'a dit dernièrement que un jour, il était comme ça, il voyait un gars qui travaillait derrière un appareil. Et puis, il a demandé ce qu'il faisait. Il lui a dit, si tu veux savoir, il faut aller te former. Et puis, il est allé causer avec certains de ses amis. Ses amis lui ont dit qu'il ne veut pas te montrer parce que quand on voit à travers l'appareil, on voit les filles qui marchent nues. Non. Je suis sérieux. Sans blague. Dernièrement, quand je faisais la dédicace de mon livre, il nous a raconté ça. En fait, moi, j'ai compris quand il parlait et puis je lui ai posé la question, est-ce que ce n'est pas parce qu'on t'a dit ça? Il a affirmé que c'est effectivement ça. Ça veut dire que le gars, il allait se former pour pouvoir utiliser l'appareil et voir les filles marcher nues. Oui, c'était l'une de ses motivations. C'était l'une de ses motivations. Énorme. Et puis, à côté, il se dit au Cameroun, je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, que quand on est chômeur, qu'on a beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de jeunes vont là-bas, soi-disant que ça donne beaucoup d'argent. Et je précise bien, quand moi je discute chaque fois avec ces jeunes, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de temps, c'est un problème de vision. Ils n'ont pas de vision. Et je leur dis souvent, la vision, ça se construit à partir de quoi? Je décide d'aller à l'école des travaux pour faire ci. Pourquoi? C'est parce que j'ai identifié un problème dans la société. J'ai identifié un problème, je vais apporter des solutions à ce problème. Et parce que je vais apporter les solutions à ce problème, je vais donc dans cette école où je vais acquérir les compétences. Moi, je dis souvent aux enfants, vous allez à l'école parce qu'il y a des problèmes dans la société. Exactement. Et pour apporter les solutions aux problèmes de la société, il faut avoir des connaissances. Donc, je dis, quand on m'apporte un bulletin de notes, je dis, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on t'a appris à l'école, là, quand tu regardes dans la maison, qu'est-ce que ça te permet de résoudre comme problème? C'est très fort, ça. C'est comme ça que moi, je travaille avec les bulletins de notes. Tu étais premier, ça ne m'intéresse pas. Je dis, OK, on t'a appris 1 plus 2 égale à 3. Quand tu regardes à la maison, si 1 plus 2, ça te permet de résoudre quel problème? OK, ici, il y a souvent les coupures d'eau. Alors, nous sommes 3 dans la maison. Chaque personne utilise 10 litres d'eau pour se laver, un bidon de 10 litres d'eau pour se laver. Alors, 1 plus 2 égale 3 me permet de savoir que je dois mettre de côté 3 bidons d'eau pour que chacun puisse avoir de l'eau pour se laver. C'est pragmatique, ça résout un problème. C'est comme ça que moi, je conçois ça. Or, ces enfants ne vont pas là-bas parce qu'ils ont identifié un problème qu'ils vont résoudre. Ils vont sur la base des on-dit. Ça donne l'argent. Quand tu vas regarder derrière l'appareil, là, tu vas voir ceci.
Quand tu seras géomètre, tu auras beaucoup de terrain. Quand tu vois les géomètres, là, ils marchent toujours avec les femmes brunes. Ils boivent beaucoup de vin. Si tu vas avoir les femmes brunes aussi, pouvoir payer des tournées dans les snack bars et autres, il faut devenir géomètre. Ils ont ces clichés-là. Donc, ils n'ont pas de projet. Et quand tu n'as pas un projet concret comme ça, tu ne peux même pas savoir comment faire. Tu ne peux pas savoir. Moi, je connais, quand ils vont dire qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'argent, je connais un jeune qui vient de sortir de l'école des travaux publics. Il s'appelle comment? Ngono. Lui, il fait dans le design graphique. Depuis étant à l'école, il fait dans le design graphique. Il arrive très souvent qu'il fasse certains de mes comment vous appelez là? Des visuels. Très souvent, je le sollicite. Et un visuel, quand il le fait, ça coûte combien? Ça coûte 7 000 francs. Et ce n'est pas pour moi seul qui travaille. Imagine un jeune comme ça qui fait 10 par semaine. Oui. Il a 70 000. C'est pas rien. Il est à l'école. Il est à l'école. Fois 4, sur un mois, ça fait 240 000. Moi, j'étais fonctionnaire. Quand je commençais, je n'avais pas ce salaire. Dieu étant à l'école, il peut se faire ça. Étant à l'école. Je leur dis souvent, quand vous arrivez quelque part, il y a les bonhommes Excel avancés là. Quand vous connaissez Excel, Excel c'est une mine d'or, c'est une mine d'argent. Quand vous connaissez ça. Et puis à côté, il y a l'intelligence artificielle. Quand vous connaissez ça. Quand vous savez, quand justement, ils n'ont pas de vision, ils vont à l'école, ils ont toujours des rêves de mesurer. De mesurer, genre, moi je vais aller sur la Lune, je vais aller mesurer la Lune alors qu'il y a les gens ici qui ont faim. Ils ne connaissent pas les superficies de leur terrain. Ils ne connaissent pas là où leur terrain se trouve. Ils ne savent pas commencer petit. Que commence par ces petites choses. Les petites choses te permettent facilement de t'insérer. Parce que quand tu es encore tout jeune là, tu ne peux pas accéder à un certain niveau. Tu as les gros projets, les grosses visions et autres. Pour aller réaliser les gros projets, il faut avoir un certain carnet d'adresses. Et tu ne peux pas avoir ce carnet d'adresses. Commence à viser les mass market. Dans ces mass market-là, il y a les gens qui vont se démarquer. Et puis en grandissant, vous allez grandir ensemble, ils vont arriver à un niveau où ils pourront te trouver les contacts, les gens pour que tu puisses réaliser ce genre de projet. Alors les gars sortent avec les gros projets là, ronflants et hauts, ils finissent de faire ça. Après, ils se plaignent qu'il n'y a pas le travail, il y a le chômage. Parce qu'ils visent des choses qui sont là tout de suite inaccessibles pour eux. Je pose souvent la question, vous êtes dans un pays où les gens ont faim, vous voulez aller sur la ligne, vous partez leur promettre de les amener sur la lune, qui vont faire quoi là-bas? Trouvez-leur ce qu'ils vont manger là. Allez dans les petits, ils disent, oh non, moi je suis ingénieur, je ne peux pas faire ça, puis je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Moi-même, j'ai mes promotions, on est sortis comme ça à l'école. Quand on propose tel ça, on propose, non, moi je suis ingénieur, je ne peux pas faire ça. Tu es ingénieur, tu n'as que le papier, tu as fait tes preuves où? Qui te connaît? Qui sait ce que tu vaux? Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vaux. Tu as seulement un bout de papier où on est écrit ingénieur. Parfois même, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Le contenu de la formation que tu as bâclé, tu ne suivais même pas. Oh, tu te balades partout, tu es ingénieur. On te propose si tu ne veux pas. Après, tu te plains qu'il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas les ouvertures, il n'y a pas... Toi, tu as d'abord fait quoi? Quand tu partais commencer, tu commençais sur la base de quoi? Tu voulais aller où? Qu'est-ce que tu as fait sur ton chemin pour pouvoir y parvenir? Tu ne te poses pas les questions là. Tu vas rester, tu accuses le gouvernement, tu accuses ceci, tu accuses tout le monde. Tout le monde est responsable de ta situation, sauf toi. Alors, dans ces conditions-là, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de vision. Une vision, je me projette, dans tel nombre d'années, je vais être ceci. Je suis où aujourd'hui? Comment je fais avec ce que j'ai là maintenant pour commencer? Où est-ce que je dois être demain? Où est-ce que je dois être après-demain? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 30 ans pour pouvoir réaliser ma vision. Et ça, c'est par rapport à moi, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils vont rester à côté, ils sont toujours en train de regarder. Comme il y a beaucoup de bruit dans le mental. Dès que le chien aboie ici à côté, et parce qu'ils n'ont pas de vision, dès qu'on va dire, bon, il y a telle chose qui donne l'argent. Et là, il a abandonné ce qui suivait, il est déjà là-bas. Non, il y a telle chose là-bas, il a abandonné. Après, il se retrouve dispersé. Il n'est spécialisé nulle part. Il n'a aucune consistance. Mais il veut l'argent. Après, il se plaint qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le temps. Il y a l'argent, il y a le temps. C'est la vision qu'il n'y a pas. C'est la discipline qu'il n'y a pas.
c'est la résilience qu'il n'y a pas. C'est se mettre au service des autres et la maîtrise de son environnement qu'il n'y a pas. Moi, quand j'étais étudiant, qu'est-ce que je faisais? Je suis arrivé à l'école des travaux. Moi, je vendais des ordinateurs à tout le monde. Parfois, je vendais un ordinateur. Moi, j'avais 50 000. Non pas seulement de vendre les ordinateurs, j'installais les différents logiciels que tout le monde utilisait. Je faisais la maintenance des ordinateurs. Moi, je signe mon premier contrat de levé routier, j'étais à l'école. Et je le signe comment? Un camarade de l'école des travaux qui sait que moi, je fais la maintenance des ordinateurs. Il m'envoie faire la maintenance de son grand frère qui a un bureau d'études. J'essayais de faire la maintenance de l'ordinateur. Pendant que je fais ça, je suis en train de parler de la topographie et je parle des appareils. Et puis 2 semaines après, ils ont des nouveaux équipements qui sont arrivés. Ils n'arrivent pas à manipuler. Ils m'appellent, ils me demandent si je peux le faire. Je manipule, je leur montre comment ça fonctionne. Quand il est satisfait, il me dit, bon, il y a un levé de 2 km de route. Essaye de voir comment tu peux faire ça. J'ai fait le devis. J'ai appelé certains camarades, certains promotionnaires. Nous sommes allés faire le levé. Ça n'a pas réussi là. Nous étions encore étudiants. Nous avons fait les erreurs. Nous sommes repartis sur le terrain. Nous avons fait 3 fois pour avoir les bons éléments et nous avons restitué le travail. C'est vrai, à la fin, nous n'avons rien eu comme bénéfice parce que tout l'argent est parti dans les reprises, mais on a beaucoup appris. Et j'ai eu, moi, un contact qui m'a permis d'avoir plusieurs chantiers après. J'étais encore à l'école. Tu as eu un contact? Un contact. Et le contact, je l'ai eu comment? Par rapport à quelque chose que je faisais qui, a priori, n'avait rien à voir avec la topographie. Alors, celui qui fait le design graphique, là, dernièrement, quand je faisais la dédicace de mon livre au cabinet, je mets 3 étudiants. Je leur dis, vous pensez que si aujourd'hui je dois recruter quelqu'un, vous pensez que je vais recruter qui parmi vous? Je leur dis, je vais recruter celui-ci. Parce qu'en plus de savoir tout ce que vous savez, lui peut me produire des visuels. Et les visuels, j'en ai besoin pour me vendre. Lui, je le prends. Solution. Lui, je le prends. Vous, je vais vous mettre de côté. En plus, quand vous arrivez ici, vous ne venez pas pour donner. Vous venez pour manger. J'ai ma famille, je suis fils unique dans la famille, je suis. Il me faut absolument ce travail pour que je puisse me nourrir. Le bailleur va même me mettre au dehors demain. Moi, je n'ai rien à foutre de tout ça. Tu m'apportes quoi? Dès que tu me dis ce que tu m'apportes, je peux te dire là tout de suite, moi, je te prends. Si tu veux venir demander un emploi chez moi, vas-tu pas observer le fonctionnement de ma structure? Il n'y a jamais rien qui est parfait. Non, jamais. Tu trouves une faille. Et tu sais que tu as de la consistance là-dedans. Tu vas te former pour résoudre cette faille. Tu me fais une demande où tu dis, j'ai observé si. Moi, je pense que si vous faites comme ça, voilà ce que ça peut, voilà. Et moi, j'ai ces compétences, je peux vous apporter ça. Dès que je vois une demande comme ça, le même jour même, je t'appelle. Tu es où? Tu peux venir même là tout de suite. Là, ce n'est pas que c'est demain. Mais quand vous venez avec les demandes, vous êtes comme les mendiants. Non, ne me respecte pas. Apporte-moi ce qui peut me servir, ne viens pas me respecter. Je viens respectueusement. Non, ça ne passe pas. Et ils ont tous ce discours, je viens respecter. Non. Mais c'est qu'on leur a appris à l'école. Oui, c'est normal. On leur a appris ça à l'école à un moment. Mais à un moment, toi-même, tu dois être responsable de ta vie. Quand on dit, par exemple, que vous avez l'environnement, pendant la formation, vous avez des stages. Oui. Les stages, ça se fait en entreprise. Quand vous allez en entreprise, allez poser les bonnes questions. Posez les bonnes questions, allez regarder comment ça fonctionne. Vous arrivez en entreprise, vous venez jouer au beau. Ce qu'on vous demande de faire, vous ne faites pas. Moi, les étudiants, je pensais encore la semaine dernière, quand j'ai vu ce que certains stagiaires me rapportaient, j'ai dit, mais je pense que je ne vais plus prendre des stagiaires ici parce qu'ils me donnent les maux de tête. C'est trop de travail avec eux. Tu donnes à quelqu'un les objectifs, quand il arrive, tu lui demandes, ok, toi tu es venu en stage ici. C'est quoi ton objectif? Au terme de ce stage, tu veux passer d'où à où? Quel saut qualitatif est-ce que tu peux faire? Il ne connaît pas. Tu discutes avec lui, tu essaies de le sonder jusqu'à ce que tu trouves une orientation à lui donner. Tu trouves l'orientation, tu fais un planning de stage où tu lui dis, ok, pendant ce stage, voilà, chaque jour, voici ce qu'on va faire. Ton objectif, chaque matin, ce sera ça. Une fois que tu as atteint tel objectif, on passe au prochain niveau.
La quantité de connaissances que tu vas acquérir ou de compétences que tu vas acquérir, ça ne va dépendre que de toi. Tu es là, il y a le matériel, il y a tout, les gens sont ouverts. Chaque jour, je mets 1h30 de mon temps que je consacre aux stagiaires. Que non, je ne vous mets pas quelqu'un, que c'est celui qui est responsable. Moi-même, je me mets à votre disposition. Venez avec toutes vos questions, moi je vais répondre. Tu arrives, tu poses, personne n'a les questions. Vous avez tout compris, non, personne. Et puis quand tu poses une ou deux questions, personne n'a la réponse. Tu poses même la simple question, le géomètre, c'est quoi? Ils ne sont pas capables de te dire ce que c'est le géomètre. Bon, ce n'est pas l'apanage seulement des étudiants, même les professionnels, ceux qui travaillent déjà. Tu arrives dans une salle, tu demandes le géomètre, c'est quoi? On commence à gratter la tête. On ne sait même pas ce que c'est un géomètre, même pour les professionnels. Alors, à un certain moment, on dit aussi, bon, il faut sortir ces gens, ils sont un peu dans le noir. Il faut les sortir du noir, il faut qu'ils arrivent à la lumière. Yes. Franchement, l'échange peut durer encore longtemps. Malheureusement, je vais me prendre à apprendre. Mais j'ai une question à te poser, c'est aujourd'hui, il y a des... Je vais prendre ces deux volets au sein de deux catégories. L'étudiant, bon, je pense que tu as répondu, il faut chercher des problèmes. L'étudiant qui a fini sa formation, qui est aujourd'hui géomètre, il a eu le papier, mais il se plaint du chômage. Quelle recommandation tu aurais pour lui? L'étudiant qui a fini sa formation, il a le papier, il se plaint du chômage. Tu ne veux pas te plaindre du chômage alors qu'il y a les problèmes partout autour de toi. Si tu te plains même de chômage, moi je dis souvent, quand tu es sur un chemin, tu veux réaliser quelque chose, le premier blocus que tu trouves, ça veut dire que c'est par là que tu dois commencer. Dès que tu trouves un blocus, c'est par là que tu dois commencer. Je fais un peu une déviation. J'ai une stagiaire comme ça qui est arrivée au cabinet. Elle voulait écrire un mémoire, elle voulait travailler sur un sujet. Et elle me dit, mais il n'y a pas de données sur ce sujet. Je lui dis, il n'y a pas les données, ça veut dire que c'est par là que tu dois commencer. Il faut que quelqu'un commence. Parce que moi, exemple, j'écris le livre SOS Cadastre. Pourquoi? Je cherche dans toutes les bibliothèques, librairies, un livre qui parle du cadastre, je ne trouve pas. Moi, je veux comprendre ce sujet, je cherche des livres, je ne trouve pas. C'est un obstacle pour moi. Je décide donc, ok, si ça c'est un obstacle pour moi, il ne faut pas que ce soit un obstacle pour les autres. Peut-être moi, je vais donc commencer à jeter les jalons pour que les autres, quand ils voudront chercher un livre, que ce ne soit pas un obstacle. J'écris donc ce livre. Et j'écris ce livre, ça me permet de passer le cap. Parce qu'en écrivant, ça tourne, tu commences à trouver des réponses que tu n'avais pas. Et quand tu publies le livre, tu commences à rentrer en contact avec les gens qui t'apportent les réponses. Alors, ces jeunes filles me disent, il n'y a pas de données. Je dis, ok, tu vas changer ton sujet de mémoire, tu vas travailler sur la mise en place d'une infrastructure de données géospatiales. Lourd. Parce qu'en fait, si toi tu as ce problème, d'autres ont ce problème. Il faut donc que quelqu'un commence à apporter une solution. Elle est sortie de mon bureau depuis le jour où elle est portée disparue. Elle n'a pas compris de quoi je lui parlais. L'obstacle est le chemin. Alors, voilà, s'il se plaint du chômage, tu te plains du chômage, ça veut dire que c'est peut-être toi qui dois commencer à créer les conditions pour que les autres aient le travail. Parce que moi-même, si aujourd'hui je suis en clientèle privée, je décide de me mettre en clientèle privée, c'est parce que moi, étant dans l'administration, je recevais chaque jour des demandes. Les gens me disent, on veut le travail, on veut être recruté, on veut être fonctionnaire. Et moi, je ne peux pas vous recruter. C'est le ministre de la fonction publique qui recrute. Je peux faire les propositions pour qu'on lance les concours, encore que là, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi qui décide. C'est le Premier ministre qui donne les différents quotas. Alors qu'on se retrouve, on a 10 personnes et autres. Je dis, OK. Et quand je vais leur dire, vous pouvez faire comme ça. Vous n'avez pas besoin de chercher du travail, vous pouvez faire autrement. On me dit non, là tu es assis là-bas dans ton gros bureau climatisé, tu es directeur dans l'administration, tu nous dis il faut aller faire comme ça, il faut aller faire comme ça. Toi-même, tu ne fais pas pourquoi. À un certain moment, je me rends compte qu'avec l'expérience que j'ai, avec ce que je connais, peut-être il faut montrer aux gens, aux géomètres qu'on peut faire autrement. C'est l'une des motivations pour lesquelles je démissionne. Aujourd'hui, j'ai démissionné, je suis à mon propre compte. J'ai 7 collaborateurs à date dans mon cabinet. Ça veut dire là où j'étais, j'occupais un poste que quelqu'un d'autre a repris. Mais je suis sorti, j'ai créé cet emploi. Ça contribue à lutter contre le chômage. Et ce n'est pas que cet emploi. Celui qui se plaint du chômage, derrière le chômage, il y a les opportunités.
Comme quoi? Comme tu te plains justement du chômage, il y a les autres qui sont comme toi. Tu peux commencer à raconter ta réalité. Tu racontes ta réalité, tu commences à créer les conditions pour montrer, pour chercher comment sortir de ce chômage. Ah, oui, oui. Et montrer comment sortir de ce chômage, puisque tu as 2000 qui sortent chaque année et il y a à peu près 1900 qui sont dans le chômage. Ça fait un gros marché. Grave. C'est un gros marché. Tu as 1900 clients que tu peux guider, tu peux conseiller chaque année. Si tu te plains de chômage, ça veut dire que laisse même d'abord la topo que tu as appris là. Commence à réfléchir sur le problème de chômage dans le domaine du métier de géomètre. Commence à tu as beaucoup de clients. C'est là où se cache ton opportunité. En effet. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase « Celui qui sort s'en sort » ? Mais bien évidemment, celui qui sort s'en sort. Quand tu sors, tu rencontres des gens, tu te diversifies, tu t'ouvres l'esprit. Et quand ton esprit est ouvert, c'est comme si tu as tout le monde ouvert à tes pieds. Tu sors, tu t'en sors. Il y a les autres là qui sont assis à la maison. Je vois là, c'est même une bonne brèche que tu m'étends. Les géomètres rencontrent ceci de particulier. Ils vont se former, ils restent dans leur cercle. Moi, par exemple, j'ai participé à la Work Week de la Fédération des géomètres, Fédération internationale des géomètres. C'est une occasion d'apprendre. Tout à fait. J'ai appris beaucoup. Quand je termine d'apprendre, qu'est-ce que je fais? Moi, voici à Paris, je participe au REPCODE. Il y a beaucoup de la diaspora qui sont réunis et qui sait que la diaspora a beaucoup de problèmes. Ils veulent acquérir au Cameroun et pour acquérir, tu ne peux pas le faire sans un géomètre. J'ai fini d'apprendre, je viens me positionner, je vends ce que j'ai appris. Je me positionne sur le marché. Mais les géomètres, ils vont finir d'apprendre, ils vont s'asseoir entre eux. Ah oui. Ils vont s'asseoir au bas. Ils vont rester à la maison. Ils attendent que le travail vienne les trouver. Au point où on va te dire que le géomètre ne doit pas faire la publicité. Ah oui, c'est vrai. Que même si tu as un cabinet, tu ne dois pas dire que tu as un cabinet. Encore que là, ce n'est pas la publicité, c'est juste de la signalétique pour dire ici, il y a un cabinet de géomètre. Tu ne dois pas parler sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas... Bon, tu trouves les clients où? Là, c'est l'État qui doit te recruter. C'est l'État qui doit te recruter, c'est l'État qui doit venir te chercher avec les marchés. Tout ça, c'est donc quand tu sors, tu t'en sors. Tu sors. Même se présenter sur les réseaux sociaux, c'est sorti. Bien sûr. Oui, partir de l'ombre des chantiers poussiéreux avec le casque dans la brousse pour venir sur les réseaux sociaux, dire ce qu'on fait, dire en quoi est-ce qu'on aide les gens, dire en quoi est-ce qu'on contribue à l'évolution des territoires, à l'aménagement des territoires ou à la construction du monde, ou déterminer même à qui appartient cette terre. Si on pose la question, je dis toujours, si on pose la question à qui appartient cette terre, c'est le géomètre qui peut répondre. Il y a une autre phrase qui me vient à l'esprit qui est très souvent employée par un humoriste qu'on connaît tous très bien. C'est en marchant qu'on a les marchés. Bien évidemment. Je dis tout à l'heure, j'étais là c'est quoi, ils appellent encore ça comment? Je vais dire ça comme ça, les rencontres du REPCODE. Oui. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai croisées là-bas. L'année dernière, par exemple, tu m'as vu passer ici, j'allais en Allemagne, à la fois, c'est quoi encore là? Intergéo. Oui. Toute la technologie dans les métiers du géospatial, c'est tout un salon où on présente tout ça. Mais moi, j'ai rencontré 1, 2, 3 personnes là-bas qui m'ont confié certains marchés cette année. Si je n'étais pas sorti, je les aurais rencontrés où? Si je n'étais pas, par exemple, sorti pour venir à la 2e édition du week-end de l'écrivain, je t'aurais rencontré où pour écrire un livre et être en train de faire le podcast que je fais aujourd'hui. C'est parce que je suis sorti de ma bulle, ou comme certains disent souvent de ma zone de confort, pour l'étendre que je peux avoir des marchés. Bien sûr, bien sûr. Mais tu ne peux pas être là, tu as une compétence, c'est toi seul qui sais que tu as la compétence et tu te plains. Le sel ne fait pas la publicité, c'est le cube. Oui, ok, il n'y a pas de problème, le sel ne fait pas la publicité. Et après, qu'ils ne se plaignent donc pas que c'est le cube qu'on utilise partout dans tous les restaurants. Tout à fait. Parce que le cube, lui, fait la publicité. La preuve entre le cube et le sel, ce qui est plus intéressant, c'est le sel, mais c'est le cube qu'on voit partout. Je n'ai jamais vu quelqu'un acheter un œuf bouilli ou un œuf à la coque, comme on voit là-bas au Cameroun, et prendre du sel pour mettre. Ah oui, c'est toujours l'arôme magique qu'on met. Le sel, le cube, lui, fait sa publicité. Le sel, lui, est là-bas, calme, il reste juste à la cuisine. On l'utilise de temps à autre. Mais c'est le cube qu'on voit partout.
C'est tellement bien dit, c'est tellement bien dit. Et la dernière punchline, je pense que je te l'ai déjà dit, mais je vais peut-être la redire aujourd'hui, c'est « Les pauvres sont égoïstes ». Quel commentaire tu fais dessus? Les pauvres sont égoïstes. Je traduis ça, c'est quand on donne qu'on reçoit. Plus tu donnes, plus tu reçois. Alors si tu es pauvre, c'est parce que tu ne donnes pas assez. Quand on va dire que tu ne donnes pas assez, ça traduit que tu es égoïste. Voilà, moi par exemple, qu'est-ce que je ne vais pas non plus dire que je suis riche. Bon, c'est vrai quand même qu'à certains égards, moi, le peu que j'ai, nous sommes assis ici, nous sommes en train de partager quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Je suis en train de partager. Personne ne me paye pour le faire. Et ça t'a coûté de venir. Et ça m'a coûté de venir. Personne ne me paye pour le faire. Je vais souvent, je reste là, j'organise des sessions de formation dans mon cabinet. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, j'ai organisé plusieurs sessions de formation à l'attention des femmes, les modalités d'accès de la femme à la terre, les cliniques juridiques pour la jeune fille qui veut devenir chômeur. Je le faisais à titre gratuit. Mais ce qui me revient en retour par rapport à ces jeunes filles que je conseillais, parce que tu finis de faire ça comme ça, et il y a une dame qui prend ton contact, elle part dans leur tontine, elle va dire, bon, voilà quelqu'un qui fait telle chose, il y a les terrains qui vendent, il y a si, former les gens. Quand vous voulez les terrains, vous pouvez le contacter. Alors on te contacte, tu réussis à vendre 1, 2, 3 parcelles, c'est avec ça que tu payes le billet d'avion pour aller à Brisbane. Et puis, tu te retrouves encore, tu appelles les jeunes filles là, tu dis, bon, il y a telle chose comme ça, vous voulez devenir géomètre, tu les encadres, tu les informes, tu les sensibilises. Et puis, ce sont ces jeunes enfants, parce que dans ton cabinet, tu fais les tirages de plans, tu fais les locations des appareils, qui te reviennent après pour dire, je vais louer l'appareil pour aller faire un travail, je vais faire les impressions, je vais faire ici. C'est parce que je partage que je peux recevoir. Si tu ne partages pas, tu as tes connaissances, tu gardes pour toi tout seul. Quand tu connais quelque chose, fais-le savoir. Quand tu le fais savoir, tu es en train d'apporter les solutions aux problèmes des gens. Et les gens là vont venir vers toi. Quand ils viennent vers toi et qu'ils trouvent satisfaction, ils mettent la main à la poche. Si ce n'est pas là à la poche, même je ne suis pas trop chrétien, mais que Dieu te bénisse, là, c'est beaucoup. Je disais toujours ça à mes collaborateurs. J'étais chef service régional du cadastre du sang. Lors d'une réunion, je disais, vous n'avez pas à demander quoi que ce soit au requérant. Si quelqu'un vient avec son dossier, le service public est gratuit. Oui, le service public est gratuit. C'est vrai qu'on fait le service administratif qui, par contre, n'est pas gratuit. Mais ce qu'on doit payer pour le service administratif, c'est bien défini. Quand la personne a payé ça, ne lui demandez pas autre chose. Faites ce que vous avez à faire. Si après, il veut venir vous dire merci parce qu'il est content, là, vous pouvez. Encore que même dans ce cas, ce n'est pas tous les dons qu'on accepte. Tout à fait. On n'accepte pas tous les dons. S'il veut venir vous dire merci, c'est bon. S'il vous dit même que Dieu vous bénisse, il est en train de parler à l'univers et vous ne savez pas comment ça va vous revenir. Même l'autre, là, c'est beaucoup de choses. Acceptez ça. Ne forcez pas. Parfois, vous forcez, vous exigez que quelqu'un vous donne quelque chose. Il vous donne ça à contre-cœur. Tout à fait. Et quand il donne à contre-cœur, là, il est en train de vous donner autre chose que ce que vous voyez. Vous prenez ça, après le retour qu'il y a, vous ne savez pas à quel moment ça arrive, mais après vous commencez à vous plaindre que telle chose est montée, telle chose est descendue. C'est parce que la personne ne vous a pas donné. Ce que vous étiez en train de prendre, ce n'est pas ce que la personne vous donnait. Et elle vous donnait ça parce que vous lui avez fait ce geste à contre-cœur. Ouais. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Le gars là parle comme la Bible. Je suis un humain baptisé Gisler Wilfried Evagaïde qui a suivi un parcours pour se faire appeler géomètre expert. Et parce qu'il s'intéresse beaucoup aux questions de foncier, de cadastre, d'économie, il se dit spécialiste en ingénierie foncière. Et parce que plus loin, il partage son ignorance à travers des ouvrages SOS Cadastre, Géomètre de l'homme à la lumière et plein d'autres ouvrages qui viendront encore, il se fait appeler auteur et parfois conférencier parce qu'il arrive souvent qu'il bavarde à des occasions pareilles. Bref, je suis un humain qui mesure les terrains, écrit leur histoire et les met à votre disposition afin que vous puissiez vous mettre un toit au-dessus de votre tête
que vous puissiez contrôler ce que vous mangez à travers l'agriculture, que vous puissiez vous constituer un patrimoine qui vous servira de levier ou de garantie pour vos projets futurs. Parce que j'ai dit plus loin, ou alors plutôt, que être humain, c'est important de se le rappeler pour se mettre au service des autres. Le 30 au 31 août 2025, à l'occasion du week-end de l'écrivain, moi je viens me mettre à votre service. Je viens me mettre à votre service pour vous raconter l'histoire de ce magnifique terrain. Ce terrain qui se situe dans le département de la Meufou-Afamba, région du Centre, arrondissement de Soa, lieu d'Inkolngok. On connaît tous Soa, la ville universitaire. Nous sommes donc là en Kolngok et à peu près à 3 km de l'université. Juste 6, 7, 8 minutes de route pour s'y rendre. Ce magnifique terrain dont je vais vous conter l'histoire lors du week-end de l'écrivain, les 30 et 31 août du côté de Yaoundé, Starland Hotel Bastos. Vous pourrez la voir juste pour ceux qui auront pris leur passe en cliquant sur le lien en commentaire. À 5 000 francs par mètre carré, vous pourrez avoir des parcelles superficielles de 250 mètres carrés en montant pour un prix global, cycle foncier complet, d'à peu près 2 250 000. Vous pouvez avoir votre titre foncier en 3 mois, en 6 mois, en 9 mois, en 15 mois, en fonction des modalités de paiement. Les modalités, nous vous les présenterons lors de cette occasion, lors du week-end de l'écrivain. Pour rappel, ce site, le prix du marché, c'est 7 500. Le prix de la mercuriale des impôts, c'est 10 000. Vous pouvez vérifier. Et puisque je vous disais tout à l'heure de voir vous conter l'histoire de ce terrain, je puis vous dire que ce terrain qui peut encore apparaître comme la brousse, oui, c'était une brousse il y a de cela quelques années, 2012 par là, lorsque nous venions l'acquérir. C'était vraiment la brousse. Mais l'histoire, si vous voulez connaître comment on est passé du prix à cette date et de la situation actuelle, vous pouvez voir l'électricité, vous pouvez voir des maisons, vous pouvez voir des routes. Venez le 30 et 31 août 2025, vous allez apprendre de l'histoire de ce terrain. Et je puis vous garantir, ce n'est pas tout. Il y a ce terrain, il y a plusieurs autres terrains. Et parce que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Lors de la dernière édition du week-end de l'écrivain, ceux qui étaient là ont pu bénéficier des lots gratuits, des parcelles de terrain gratuits. Ceux qui avaient des projets sociaux, des projets caritatifs, ont pu accéder à des espaces pour réaliser leurs projets. Peut-être, cette fois, ce sera votre chance. Alors, la seule manière de vous préparer, puisque la chance est lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est de prendre votre passe. Ça ne coûte pas cher. Il y en a pour 5 000, il y a pour 30 000, il y a pour 60 000, diverses catégories. Vous prenez ce qui vous convient. Mais l'important, c'est d'être là. La préparation, l'un des éléments clés de la préparation, c'est d'être là où les choses se passent. 30 et 31 août 2025, les choses vont se passer du côté du Starland Hotel à Yaoundé, à l'occasion du week-end de l'écrivain. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bon, tu as écrit un livre qui s'intitule De l'ombre à la lumière. Géomètre quelque chose. C'est quoi le titre encore de ton livre là? Géomètre de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc, tu estimes que les géomètres sont dans l'ombre? Oui, effectivement, les géomètres sont dans l'ombre. Comment ça? Lorsque vous vous baladez, par exemple, à Paris, et que vous voyez les édifices qui sont construits partout, vous voyez le nom de l'architecte, oui. Vous voyez le nom de l'ingénieur, est-ce que vous voyez le nom du géomètre? Non. Or, ce bâtiment ne peut pas être construit sans l'apport, sans la contribution du géomètre. Comment ça? Il intervient à quel niveau? Le géomètre intervient avant, pendant, après. Comment ça? Avant, dans le cadre des études, avant même les études, il faut trouver le terrain, oui. Il faut le délimiter, oui. Il faut déterminer ses formes et ses dimensions en termes de relief. Oui. Après, lorsqu'on a fini de faire ces études topographiques, je vais les appeler comme ça, oui. c'est transmis à l'architecte qui va concevoir
ou alors rêver le projet. Ouais. Une fois qu'il a terminé de rêver, lui il transmet à l'ingénieur qui va créer les conditions pour que ce soit réalisable, pour que le bâtiment puisse tenir. Dès que tout s'est validé, il faut aller implanter le bâtiment sur le terrain. Il faut l'implanter. Et c'est le géomètre qui implante. Après l'implantation, il faut contrôler chaque fois. Si vous voyez un bâtiment avec les murs qui sont tordus, c'est qu'un géomètre n'a pas intervenu. Ou alors, on a pris quelqu'un qui s'apparente à un géomètre pour aller contrôler. Après, les murs sortent tordus. Quand le projet est totalement réalisé, le géomètre vient encore pour réaliser ce qu'on appelle le plan de recollement. Ce plan de recollement sera transmis au cadastre pour mettre à jour le cadastre parce qu'initialement, dans le cadastre, cette parcelle était non bâtie. Une fois qu'elle est bâtie, le géomètre vient donc, il fait le plan de recollement, il va transmettre au cadastre. Le cadastre actualise sa base. On a donc un espace qui est bâti, qui n'est plus non bâti, parce que ça va créer les conditions pour que la valeur imposable change. L'impôt sur le bâti étant différent de l'impôt sur le non bâti. Et il va continuer chaque fois, lorsqu'on est par exemple à Paris, et que ce qui se fait ici, c'est les ventes en copropriété. Le géomètre va venir chaque fois intervenir pour déterminer les surfaces. Quand vous cédez une surface, le géomètre vient, il intervient. Là, l'ingénieur n'est plus là, l'architecte n'est plus là. Les états descriptifs de division, c'est le géomètre qui les fait. Donc, les autres, ils sont partis. Lui, il est toujours là. Il continue à intervenir, mais on ne sait pas que lui participe. Lorsqu'on présente, on va dire c'est le projet de tel architecte, c'est le projet de tel ingénieur, mais on ne va jamais parler du géomètre. Et en quoi est-ce que ton livre peut mettre les géomètres en lumière? Le livre va mettre les géomètres en lumière déjà en présentant cet aspect des choses. OK. Il va mettre le géomètre en lumière d'une certaine manière parce que ces géomètres-là, ils sont très souvent oubliés, même dans la gestion foncière. Chaque fois qu'on parle du foncier, on parle du foncier, on va parler des politiques foncières, mais on ne parle pas de cet acteur qui est à la base de l'exécution, de la mise en œuvre de ces politiques foncières. Parce qu'en fait, pour maîtriser un territoire, c'est le géomètre qui fait les mesures, c'est le géomètre qui produit les plans, c'est le géomètre qui produit les cartes pour maîtriser le territoire. Pour le délimiter, c'est encore les géomètres. Pour appliquer les différents textes en vigueur, on a dit, OK, tel type de domaine, c'est le domaine public. Tel type de domaine, c'est le domaine privé des particuliers. Ici, c'est le domaine privé de l'État. Ici, c'est le domaine national. Qui matérialise ça sur un plan? C'est le géomètre. Et puis, quand on a ça sur un plan, je prends un exemple, on a fait un lotissement. On a fini de diviser une parcelle en blocs et en lots. Qui va matérialiser ces différents lots sur le terrain? C'est le géomètre. Mais chaque fois, on ne sait pas que cet acteur-là, c'est cet acteur qui intervient. Quand on parle du foncier, ils sont toujours mis un peu en arrière. À ce moment-là, c'est les juristes qui parlent, c'est les politiques qui parlent, mais le géomètre n'est jamais là. Et pourtant, c'est un acteur incontournable. Sans le géomètre, ce monde serait un gros chaos où les différents titres de propriété, les différents droits se superposeraient, se chevaucheraient, ce serait un gros désordre. Mais on ne sait pas toujours la place, on ne connaît pas toujours la place de cet acteur prépondérant. Alors le livre est là pour venir le ramener à la lumière. Lui-même déjà, pour qu'il se souvienne de ce qu'il est. Parce qu'en même temps, si on va se retrouver dans une situation où le géomètre n'est pas connu, ce n'est pas que c'est la faute des autres. C'est peut-être sa faute à lui-même. Si le géomètre ne connaît pas qui il est, comment les autres vont savoir? S'il ne sait pas se positionner, se mettre à la lumière pour qu'on sache que c'est lui, comment les autres vont le savoir? Donc lui-même, il doit d'abord prendre conscience, se mettre en lumière, attirer la lumière sur lui, de telle manière que les autres disent, ah, donc si on est là, si on a ce monde, si on peut dire à qui appartient cette terre, c'est grâce à ce bonhomme. Mais ce bonhomme, il ne peut pas continuer à rester dans l'homme. Il faut qu'il sorte à la lumière pour qu'on voit toute sa contribution pour que ce monde puisse être comme il est. Et c'est en fait à certains égards pourquoi j'écris le livre. Et le livre là doit permettre de sortir vraiment de cette ombre pour aller à la lumière. Bon, vous avez vu que vous avez dit que les choses du type, ils sortent toujours un genre. C'est le 3e podcast qu'on enregistre. Et ça sort toujours un genre. Bref, l'équipe, tu l'auras bien compris. Moi, je suis une fois de plus avec Wilfried Evagram. Moi, je le surnomme le sorcier. Voilà. Les géomètres experts en apprentissage.
Donc, Wilfried, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ta caméra, là, qui es-tu? Alors, moi, je suis Gisela Wilfried Evagayebe. Ils disent que je suis géomètre expert. Expert en quoi? En apprentissage, comme il a dit. Mais aussi, je suis celui-là qui mesure vos terrains, écrit leur histoire et les vend pour vivre. C'est en fait ça. Quand vous allez voir sur mon t-shirt là, je suis géomètre, c'est un super pouvoir. Et toi, quel est ton super pouvoir? Moi, mon super pouvoir, c'est ça. Mesurer les terrains, écrire l'histoire de ces terrains et les vendre pour vivre. Les vendre à vous pour que vous puissiez réaliser vos projets dans la durabilité, pour que vous puissiez vous épanouir. Et pour réaliser un projet qui vous permet de vous épanouir, il faut connaître l'histoire du terrain. C'est pour ça que moi, j'écris l'histoire des terrains. Et avant tout, je les mesure parce que le projet que vous voulez réaliser, c'est bien dans un endroit bien circonscrit. Vous devez connaître la mesure, vous devez connaître la taille, vous devez pouvoir localiser cet espace. Donc, c'est un peu moi. Et puis, expert pour pouvoir faire tout ça. Écrire, mesurer, vendre, il faut toujours être en train d'apprendre. Pour pouvoir vendre comme un sniper, il faut apprendre. Il faut lire le livre de Valère Bélias. Amen. Pour pouvoir écrire les histoires de terrain, il faut collaborer avec Ajali qui va vous apprendre comment écrire en 28 jours. Là, vous racontez l'histoire du terrain que tout le monde peut comprendre. Et maintenant, pour pouvoir bien mesurer le terrain, de manière à rapporter la vérité du terrain sur un plan et restituer la vérité des plans sur le terrain, il faut être continuellement en train de se mettre à jour par rapport aux technologies, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Alors là, il faut bouger. Il faut aller là où on se forme, acquérir des compétences et des connaissances nouvelles pour pouvoir rester dans ce sillage-là qui donne les mesures précises et fiables, qui restitue une histoire vraie et qui vend le terrain qui vous permet de développer vos projets durablement. Lourd. Bon, Wilfried, quand moi je t'entends, j'entends bien que le géomètre a une place prépondérante dans notre vie. Et pour prendre le cas du Cameroun, parce que c'est très souvent ce cas-là que tu reprends pour comme exemple, chaque année, il y a un peu plus de 2000 géomètres qui sortent de l'école des travaux publics, c'est ça? Non, pas 2000, à peu près une quarantaine. Chaque année? Chaque année. Ah ok, tu as dit que j'ai mal lu alors. Mais comment se fait-il qu'il y a autant de géomètres qui sont au chômage? Ok. Là, tu mets le pied dans un domaine qui est assez, comment je vais dire, bon, bref, le mot m'échappe là tout de suite, mais je vais y aller. On parle de la question de l'adéquation formation-emploi. Ok. Les géomètres sont formés au Cameroun, mais il y a toujours le chômage. On va toujours d'abord se rappeler que ce n'est pas l'apanage du seul domaine des géomètres. C'est un peu partout. Oui. Mais maintenant, si on doit se poser la question pourquoi il y a le chômage, et puis c'est pas une quarantaine. La quarantaine sort de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, qui est réputée être la seule école jusqu'à date au Cameroun qui permet aux produits formés d'intégrer l'ordre des géomètres du Cameroun. Parce qu'il faut savoir que pour exercer en qualité de géomètre, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Pour pouvoir exercer, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Alors, les conditions d'inscription au tableau de l'ordre, c'est d'avoir un bac plus 5 dans les domaines de la géodésie, la topographie, la cartographie, un diplôme d'ingénieur géomètre, ingénieur du cadastre et autres. Maintenant, l'école des travaux publics produit environ 40 chaque année. Oui. Donc, il y a d'autres instituts privés. Oui. Il y a même des instituts, des établissements publics. Je vais citer par exemple le lycée technique de Colbuisson qui produit des géomètres à un certain niveau. Le lycée, il y a les lycées à Douala et autres qui produisent des géomètres, les lycées techniques. Maintenant, il y a des instituts privés qui produisent des professionnels formés dans ce domaine-là. Ils peuvent avoir un CQP, certificat de qualification professionnelle, un DQP, diplôme de qualification professionnelle, une licence et à certains égards, certains ont des masters, à certains égards. Maintenant, lorsqu'on va faire le calcul, on va accumuler tout ça, on peut se retrouver à
2000. Oui, c'est pour ça que j'ai dit 2000, mais je me suis trompé d'école. Oui, 2000, c'est l'ensemble. Ouais, c'était qui on les met dans ensemble. Livre, en tout cas. Ouais. Déjà, j'ai dit tout à l'heure, pour exercer en qualité de géomètre, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Mais lorsque tu es inscrit au tableau de l'ordre, tu ne peux pas travailler seul. Quand on va sur le terrain pour déterminer les limites d'un terrain, on ne travaille pas seul. C'est toute une équipe. Il y a quelqu'un qui conçoit, qui planifie. Il y a quelqu'un qui va sur le terrain pour collecter les données. Et quand il va collecter les données, c'est toute une équipe, on appelle ça une brigade, constituée généralement de moins 4 personnes. Et tous ceux-là sont formés au métier du géomètre. Parmi les 4, là, vous pouvez avoir un agent technique adjoint qui fait la manutention du différent matériel. Un agent technique qui a manœuvre qualifiée, qui va tenir, on a souvent des espèces de tiges là avec un réflecteur. C'est lui qui va tenir ça parce qu'en fait, pour prendre les mesures précises, il faut qu'il y ait une nivelle sur cette canne qui doit rester dans les repères. Alors, celui qui fait ça doit bien comprendre ce qu'il est en train de faire. Et il y a un opérateur, celui qui est derrière l'appareil, qui collecte, il fait les visées, collecte les données. Et maintenant, il y a l'autre qui supervise tout le travail. Ça, c'est toute une équipe. Alors, j'ai dit, au lycée technique, on peut avoir des techniciens qui sortent de là, on peut avoir des agents techniques qui sortent de là. Tout cela constitue l'équipe. D'accord. Tout cela constitue l'équipe. Ils sont donc coiffés par le géomètre inscrit au tableau de l'ordre, qui lui assume la responsabilité de tout le travail. C'est lui qui assume la responsabilité de tout le travail. Maintenant, pour qu'on se retrouve dans une situation où les géomètres sont produits chaque année et qu'il y ait beaucoup de chômage, on est justement dans un milieu où il y a beaucoup de désorganisation, c'est pas ordonné. On a 2 voies légales pour exercer, pour pouvoir exercer. Il y a les cabinets de géomètres en clientèle privée ou encore les sociétés de topographes. Et il y a l'administration en charge du cadastre. Lorsque vous avez le diplôme, vous avez ces 2 voies. Vous choisissez d'être fonctionnaire dans l'administration, nonobstant de ceux qui peuvent aller travailler dans les collectivités territoriales décentralisées ou les organisations non gouvernementales. Et il y a les cabinets de géomètres en clientèle privée et les géomètres et les sociétés de topographes. Une fois que j'ai dit ça, on se retrouve dans cette situation où on produit 2000 par an. Le dernier recrutement dans l'administration, je pense, c'est 2021, je pense bien. On a recruté 10. 2000 sont sortis, on en a recruté 10. Maintenant, les cabinets de géomètres experts au Cameroun, ils recrutent très peu. Ils recrutent très peu, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour eux. Pas qu'il n'y a pas le boulot au Cameroun, mais il n'y a pas assez de boulot pour eux. Il n'y a pas assez de boulot pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices illégaux de la profession. Donc, le travail qui est supposé leur revenir est fait par d'autres à leur détriment. D'accord. Je commence. C'est fait par d'autres à leur détriment. Comment? Il y a d'abord l'administration. Je l'avais déjà cité une fois dans mon livre SOS Cadastre. À certains égards, les géomètres de l'administration se positionnent comme juges et parties. Les textes, notamment la loi 76-25 portant confection du cadastre, définit clairement que les géomètres de l'administration sont supposés exécuter les travaux qui sont réalisés pour le compte de l'administration ou pour les communes. Pendant que les géomètres en clientèle privée exécutent les travaux qui sont réalisés pour le compte des particuliers. Mais on se retrouve donc dans une situation où les géomètres de l'administration qui ont le statut d'agent du cadastre exécutent non seulement les travaux pour le compte de l'administration, mais aussi pour le compte des particuliers. Ça crée déjà un déséquilibre où le travail des privés est récupéré par l'administration. Non seulement ça crée un déséquilibre, ça crée des conditions de concurrence déloyale. Parce que l'administration a déjà les ressources qui peuvent faire qu'un géomètre en clientèle privée fait à 200 000, l'administration peut demander 150 000. Tout à fait. Concurrence déloyale. Mais ça, ce n'est même pas... Déjà que ça crée un problème au niveau du boulot, mais ça crée un autre problème sur la fiabilité du cadastre. Parce qu'on te dit que tu es supposé être celui-là qui contrôle et valide, mais tu te retrouves en train d'être celui-là qui exécute et qui contrôle et qui valide. Tu es juge et partie.
Ça compromet donc la qualité du cadastre parce qu'il peut arriver à certains égards que malgré ta bonne foi, tu vas faire un travail, tu as fait une erreur. Nous, en topographie, il y a ce qu'on appelle les erreurs systématiques, les erreurs accidentelles, les fautes. Tu fais une erreur, par exemple, accidentelle. Tu te dis que tu vas la corriger, mais tu te retrouves en même temps dans une situation où on fait déjà la pression. La hiérarchie veut le dossier, tu dis, bon, je vais d'abord envoyer comme ça, je vais corriger après. Après, là, un autre dossier arrive, ça commence à s'accumuler comme ça, tu es en train de compromettre la qualité du cadastre. Une fois que j'ai pris l'administration, et ce n'est pas fini là. Lorsque l'administration attire donc cette grosse partie du travail qui doit être fait par les privés, ça attire aussi, ça draine beaucoup de foules, beaucoup de professionnels qui sont formés. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont formés. Parfois, vous pouvez arriver dans les services du cadastre, notamment du Vori, du Fundi ou ailleurs, partout où il y a la pression foncière. Vous trouvez beaucoup de gens. Vous pensez qu'il y a assez de personnel dans l'administration alors qu'il n'y en a même pas. Comment ça? Une comptabilité des postes veut qu'il y ait à peu près 1326 géomètres dans l'administration pour couvrir l'ensemble du territoire. Mais le dernier comptage dénombre 496. Ils sont 496, pas assez suffisant, alors qu'il faut 1326. On a l'impression qu'on va dans certains services qu'il y a beaucoup de géomètres alors qu'il n'y en a pas. Ceux qui sont là, ce sont les, je vais les appeler comme ça, les mercenaires, parce qu'ils travaillent comme ça. Ceux qui sont dans l'administration, ayant un flux de travail qu'ils ne peuvent pas gérer, ils se prennent dans les services de ceux-là qui sortent des écoles, qui ne peuvent pas s'insérer, et commencent à travailler avec eux. Ils travaillent de manière illégale. Et ils sont donc ouverts à, quand ils travaillent comme ça, ce n'est pas un salaire qui est fixe, ce n'est pas une garantie, non pas de garantie, ils sont seulement là comme ça. Oui. On les considère comme étant au chômage parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas un matricule, ils ne sont enregistrés nulle part. Oui. Maintenant, du côté de ceux qui sont dans le privé, eux-mêmes encore exacerbent d'une certaine manière cette situation. C'est cela parce que, quand on a dit, on choisit ceux qui ont bac plus 5 pour entrer dans l'ordre et exercer légalement. C'est qu'on a choisi l'option de mettre de dire que la tête ou alors l'élite donne la voie à suivre à la profession. Parce qu'on peut choisir deux alternatives. Soit on prend une élite, une locomotive qui montre la voie à suivre, soit on choisit d'inclure tout le monde, c'est-à-dire d'ingénieurs jusqu'à agents techniques, on les inclut tous. Mais chacun de ces choix a ses avantages et ses inconvénients. Quand d'un côté, tout le monde, les décisions sont inclusives, ça montre une certaine participation de l'ensemble. D'un autre côté, ça crée les conditions de prise de décision compliquées. Lorsque vous êtes 1000 pour décider et lorsque vous êtes 100 pour décider, ce n'est pas pareil. Alors, au Cameroun, on fait le choix de dire que voici l'élite, c'est vous qui allez donner la marche à suivre. Alors, même cette élite-là, quand elle se met en clientèle privée, au lieu de donner la marche à suivre, que voici ce qu'on fait dans le cadre de notre profession, elle rentre aussi dans les circuits mafieux, je vais dire ça comme ça, d'aide à l'exercice illégal de la profession. Qu'est-ce que j'appelle aide à l'exercice illégal de la profession? Moi, je suis un géomètre expert légalement agréé, installé pour exercer en clientèle privée. Et il y a un bonhomme là qui a suivi une formation, qui n'est pas supposé réaliser un certain nombre de travaux, qui n'est pas supposé endosser sa responsabilité sur un certain nombre de travaux. Lui, il va parce qu'il est en contact avec le client. Comme toi, tu peux venir au Cameroun, tu dis, j'ai mon frère qui s'est formé là. Je l'appelle, il va monter par exemple mon dossier technique. Le frère, il a fini de monter le dossier technique. Il porte le dossier technique, il va donner un géomètre expert agréé qui, au lieu, sans se contenter de rejeter le dossier, parce que celui qui lui ramène le dossier n'a pas de titre ni qualité, il va plutôt endosser et mettre sa signature sur le dossier contre le paiement de je ne sais pas quoi, qui lui permet juste à lui de vivre. Et dans ces conditions-là, il va recruter comment? S'il n'a pas le véritable travail, il n'a pas accès à la source, où on a le travail, où le client vient, il paye.
De telle manière, quand il a payé, là, tu emploies les gens, tu les payes un salaire, tu recrutes comment? On se retrouve donc avec beaucoup de micro-cabinets. Beaucoup de micro-cabinets qui, quand vous arrivez, vous voyez un cabinet qui a maximum 5 personnes. Et les 5 personnes, là, c'est que c'est la secrétaire et peut-être un géomètre qui est là permanent. Les autres, ce sont les gens qui sont dehors, qui ramènent les dossiers en endosse. Ça crée donc les conditions de chômage. Parce que ceux qui ramènent les dossiers en endosse, là, ils n'ont pas un statut. Ils sont considérés comme chômeurs. Et pourtant, le travail est supposé atterrir dans le cabinet de géomètres experts, qui a des géomètres, une centaine de géomètres, et puis on compte les dossiers que toi tu traites haut. Quand on endosse la responsabilité, c'est la responsabilité du cabinet. Et puis à côté, il y a un autre gros pan dans le domaine des travaux publics. Au Cameroun, on n'a pas compris pourquoi à un certain moment, on a dit tous les travaux, que ce soit de géodésie, de photogrammétrie, de cartographie et autres, doivent être validés, contrôlés, supervisés et centralisés au niveau du cadastre. Oui. Et on a mis l'administration en charge du cadastre comme tutelle des géomètres. Donc, on a laissé un gros pan de tout ce qui est travaux publics. Ce sont d'autres personnes qui se sont accaparées de ces travaux. Ce sont, par exemple, les gars du génie civil, de l'urbanisme. Oh, vous arrivez sur un chantier de route où il y a un lot topographie. Le lot topographie, c'est un bureau d'études de génie civil qui va gagner le contrat. Et gagner le contrat, je dis n'importe quoi, à 50 millions. Il vient proposer maintenant à un géomètre qui se balade là, pas forcément celui qui a agréé. Bon, voilà, le travail va me faire ça à 10 millions. Finalement, c'est lui qui tire le gros bénéfice. Et celui même qui a agréé, il n'a rien, il n'a que les miettes. Et avec ces miettes-là, il va employer comment? Il va employer et payer le salaire des gens avec quoi? Donc, c'est cette grosse désorganisation qui crée les conditions pour qu'il y ait tant de chômage dans le domaine, dans les métiers du géomètre. Et pourtant, il y a le travail pour tout le monde. Il y en a même trop. Les géomètres qui sont produits chaque année, ceux qui sont là actuellement, ça ne peut pas suffire pour faire tout le travail du Cameroun. Mais c'est une question d'organisation. Si on réussit à s'organiser, il y aura le travail pour tout le monde et tout le monde pourra s'en sortir et manger à sa faim. Mais tout ce que tu dis là, tu ne remarques plus. Je sais que quand même, tu as souvent des opportunités, tu t'offres aux décideurs. Pourquoi tu ne leur expliques pas ça? Peut-être pas que je n'explique pas. J'explique, mais parfois, je ne suis pas la personne indiquée pour aller parler de ça. Moi, je peux me frotter à quelqu'un et je lui explique. Il comprend bien la pertinence, mais il y a des organes qui sont chargés de faire ce boulot. Il y a l'ordre des géomètres experts, par exemple. Moi, je peux parler de ça comme ça. Qui peut porter, c'est lui qui doit porter ces questions. Parce qu'un ordre, lui, il est là pourquoi? Il est là non seulement pour veiller à la sauvegarde des intérêts de la profession, mais aussi veiller au respect du code de déontologie et d'éthique. Et l'ordre professionnel est délégataire d'une mission de service public. Mission de service public qui a pour vocation à garantir, à protéger l'intérêt général. Donc moi, je peux parler comme ça, mais c'est l'ordre qui doit porter ça. Je peux rencontrer quelqu'un, je lui dis ce que je dis là. Oui. Mais si l'ordre ne porte pas, ça ne peut pas avoir. On a dit, mais je ne suis pas l'interlocuteur indiqué. Moi, je peux parler comme je parle avec toi là. Mais il faut que l'organe institutionnel porte le dossier, porte le combat et fasse ce qu'il y a à faire pour que ce soit organisé. Dans les géomètres de l'ordre des géomètres, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas trop, hein. L'information est passée. De toute façon, ton livre est là pour expliquer tous ces aspects des choses. Bon, maintenant, lorsqu'on baigne dans un environnement comme celui-là, tu as fait l'état des lieux. J'imagine le jeune étudiant, déjà même à partir des études, justement, tu abordes cette thématique. Bon, Wilfried, j'aurais aimé qu'on continue notre échange, malheureusement. Je pense qu'on continuera cet échange au Cameroun au cours de la prochaine session. Parce que, exceptionnellement, cette année, compte tenu des challenges qu'on a pour le week-end de l'écrivain, pour le Cameroun, quand même, on va faire venir un peu plus de 1500 personnes. Le même challenge pour Paris. C'est le même qu'on va reproduire au Cameroun. C'est le même qu'on va reproduire au Burkina. Entre nous, soit dit, à l'instant où nous sommes là, je ne sais pas comment on va faire. Mais je sais que ça va se faire. Ça va se faire. Donc, exceptionnellement, cette année, j'irai au Cameroun, peut-être un mois avant, pour faire ce que j'ai à faire, pour baliser, et avant de revenir pour le week-end de l'écrivain.
Donc, on aura le temps d'enregistrer et d'aller plus loin. Parce qu'il y a des trucs sur ton livre, là, j'avais noté des questions, mais j'ai préféré qu'on laisse ça pour la prochaine fois. Ta caméra est là. Je te laisse le mot de la fin. Ah, ce fameux mot de la fin. Qu'est-ce que je vais dire pour la fin? Je ne m'étais pas préparé à ça. Il faut souvent me dire que... Oh, tu es né prêt. Tu es un Camerounais. Ok. Pour le mot de la fin, je vais très rapidement dire, tel que je l'ai déjà dit, pour les jeunes là, parce qu'en fait, quand je décide, aujourd'hui nous parlons de géomètre, de l'ombre à la lumière, je le disais encore à M. Simon Sapiens, qui est un partenaire avec lequel je travaille. Quand j'ai dit ça, il a voulu me filmer. J'ai dit non, laisse, c'est pas important. Il disait ceci, mais j'ai remarqué lors de la dédicace de ton livre que tes promotionnaires, tel type de personnes, ils n'étaient pas là, ils ne sont pas venus. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai dit non. Ne trouve pas ça gênant. Pour moi, ce n'est pas un problème. Parce qu'en fait, le travail que moi je fais maintenant, ce n'est pas forcément pour ceux qui sont là. Je fais ça pour ceux qui arrivent. Parce que chaque génération a une mission de trouver une situation et de partir de ce point pour l'amener là. Pour que les générations qui viennent après trouvent un chemin qui est quand même balisé. Moi, je ne veux pas aller sur le chemin que les gens ont ouvert et le chemin qui ne nous profite pas. Je veux aller sur le chemin que personne n'a balisé pour le moment et créer les conditions pour que les jeunes qui viennent derrière puissent le suivre et s'épanouir sur ce chemin. C'est pour ça, à certains égards, que moi, je fais ce que je fais. Ce n'est plus pour moi. Et quand vous voulez développer une vision, quand vous voulez travailler, même à mes collaborateurs, je leur dis souvent, là où moi je suis là, je ne travaille plus pour moi. Parce que si ce n'était que pour moi, je resterai moi calme à la maison. Ce que moi j'ai, c'est largement suffisant pour que je vive pendant 40 ans sans rien demander à personne. Mais ce que je fais là, ce n'est plus pour moi. C'est déjà pour le reste de l'humanité. C'est pour les autres. Et quand tu définis comme ça, quand tu t'ouvres à travailler pour les autres, l'univers t'ouvre les portes pour que tu puisses apporter aux autres ce qu'il faut. Et lorsque vous voulez décider d'aller devenir géomètre, regardez autour de vous les problèmes que les gens ont. Ne cherchez pas à devenir géomètre pour résoudre vos problèmes de famine ou bien pour résoudre seulement les problèmes de votre famille. C'est très peu, ça ne va pas vous amener loin. Pensez grand, pensez à résoudre les problèmes de l'humanité, quitte à ce que si vous avez visé 7 milliards, que vous atteignez 1 million et que vous laissez les traces que quelqu'un d'autre viendra suivre, d'autres personnes viendront suivre pour toucher les 10 milliards en leur temps. Donc, tracez le chemin que les autres voudront suivre. Ne suivez pas un chemin qui n'honore pas et qui ne vous sert pas. C'est un peu comme ça qu'on devient immortel. Quand Martin Luther King disait « I have the dream that America become », quand ça s'est fait, il n'était plus là. Moi, je commence à faire ma part. Quelqu'un m'a dit hier sur un commentaire que je suis fou, que je pense que je peux changer la profession. J'ai dit qu'il n'a rien compris. En fait, la situation dans laquelle on est, c'est parce qu'une personne a commencé, les autres ont suivi. Ça a pris le temps que ça a pris pour arriver là où on est. Et comme la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique, peut-être que le temps est arrivé pour qu'on inverse la tendance. Et pour inverser la tendance, il faut bien qu'une personne commence. Une personne commence, on n'a pas besoin de tirer tout le monde à la fois. Le troupeau de moutons, quand tu veux l'amener dans une direction, tire juste un. Tu l'envoies dans cette direction, les autres vont suivre. Donc moi, je fais ce que j'ai à faire. J'ai déjà quelques-uns que je tire derrière moi. Et je sais que le travail, ça va se faire. Et la profession, on va la changer. On n'est pas fou, on sait ce qu'on fait. C'est juste que vous ne comprenez pas ce qu'on fait. Amen. Mais c'est un géomètre qui parle bien comme ça. En tout cas, c'est lourd. Merci beaucoup. Comprenez donc pourquoi à chaque fois que j'ai l'opportunité, je l'invite pour qu'on puisse échanger. Je crois qu'en moins d'un an, on a fait 3 épisodes. C'est ça. 4 même. Il y a un épisode qui n'est jamais sorti. Ah. Le tout premier. C'est qu'il n'y avait pas...
On avait fait, mais après on a augmenté le branding. Du coup, on s'est dit... Pourtant, l'épisode est encore là. Oui, en fait, j'ai compris ça moi-même parce que j'ai lancé le podcast du Géomètre. J'ai fait ça avec le même appareil. Quand on avait fait pour le premier enregistrement, la qualité ne m'a pas plu. Non, c'est pas pareil. La qualité ne m'a pas plu. Je n'ai pas trouvé intéressant de poster ou de publier ça. Alors, je comprends très facilement ce que tu dis. Donc, voilà. Donc, l'équipe, c'était Valère Bélias et Wilfried Devaga, 2 fois auteur, SOS Cadastre, le Géomètre de l'Ombre à la Lumière, paru aux éditions Argent Livre. Nous sommes toujours chez Ultimate Pod et on remercie Charles qui est juste à la régie. Cela étant dit, je ne sais pas à quel moment vous découvrez, cette vidéo sera publiée, mais tu vois, tu te dis si c'est avant le week-end de l'écrivain de Paris le 3 mai. Sinon, je suis sûr d'une chose, ça sera publié avant celui du Cameroun qui aura lieu le samedi 30, je ne sais pas si c'est le 30 août, c'est le 31 août, bref, c'est le dernier samedi du mois d'août. Ça sera au Palais des Congrès. Cette fois, on a décidé de level up. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.